Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Vox Fabulas, ici Ethno et aujourd'hui, nouvel épisode accompagné d'un invité, cette fois, et je serai accompagné aujourd'hui de Loïc. Salut, bonjour à tous. Très content de te recevoir. De même, très content de venir, c'est toujours, moi j'aime bien quand on m'invite, j'ai moins de choses à faire. Ouais, exactement, ouais, ça fait toujours plaisir. Et on va commencer déjà par présenter ton taf, parce que moi je te connais, mais nos auditeurs et nos auditrices, peut-être pas, même si je pense que oui, on va parler de manga, donc concrètement, ça devrait le faire. Donc vas-y, je te laisse présenter ta chaîne, ton podcast et ta chaîne YouTube du coup. Hein. Ouais, et moi c'est Loïc, créateur du podcast de Case en Case, tout seul pour le moment sur le podcast. Je tease chez Vox Fabulas, mais il y a moyen que je sois plus tout seul dans pas longtemps. Qu'on soit deux, donc avec des nouveaux concepts d'émissions qui seront tenus par l'autre personne. On va un peu s'expandre, mais voilà, c'est ce que je voulais moi à terme. Donc podcast qui traite exclusivement de manga, un petit peu d'animation japonaise et des rapprochements qu'il peut y avoir avec les différents types d'art, donc principalement de 9e art et cinéma, séries, etc., qui sont donc intimement liés aux références, aux inspirations des auteurs. J'ai à cœur de traiter des sujets relativement niches, de manière générale. Donc si vous recherchez des mangas un petit peu atypiques, un petit peu nichés, etc., et que vous voulez avoir un point de vue, à chaque fois j'ai des invités qui s'y connaissent un peu, n'hésitez pas à venir. Et ma chaîne YouTube c'est la même chose mais avec de la vidéo. Voilà, donc c'est à dire que je peux enfin montrer des planches, ce que je peux pas faire en podcast. La chaîne YouTube s'appelle Le Monde de Tada, et elle va très prochainement changer un peu. Sur des formats un peu plus documentaires, parce que j'ai investi dans du matos, etc. Donc il va y avoir un petit step-up logiquement dans pas longtemps. À terme, j'aimerais vraiment avoir un peu comme des émissions type Arte ou quoi, sur le manga, avec des auteurs, des éditeurs, écrire le truc, faire des beaux plans, des beaux tournages. Donc concrètement ce que je fais. Très très cool ça. Tu l'avais déjà annoncé donc dans ta dernière FAQ, je crois que t'en parlais. Ouais, je parlais que j'allais faire plus de tas d'analyses qui sont des vidéos où j'analyse en profondeur un manga ou un type. Mais là, c'est vraiment le truc documentaire, tu vois, comme on pourrait voir en télévision ou autre. Moi, j'ai un bagage qui vient de là, donc en fait, c'est pour ça. Cool. Et hâte de voir ça, parce que du coup, c'est quand même bien, enfin, tes vidéos, moi c'est pour ça que je les regarde, je sais que ça rentre souvent, c'est pas tellement du superficiel, on rentre des fois un peu dans les coins et les recoins des œuvres que t'abordes, et ça c'est vraiment très très cool. Moi j'aime bien ce format un petit peu où on rentre un peu dans les choses, ça me parle pas mal. Et c'est vrai que tu présentes quand même beaucoup de choses qui sont pas à la portée de tout le monde, entre gros guillemets à la portée, c'est pas des trucs qu'on va trouver facilement ou tomber dessus facilement si on va pas dans des magasins un peu spécialisés ou quoi que ce soit. Et des fois ça donne envie un peu de se casser la tête à aller chercher 2-3 trucs qui sont un peu rares à trouver ou quoi que ce soit, et franchement je conseille à tout le monde. Donc on va pas retenir le suspense plus longtemps, enfin en même temps tout le monde sait de quoi on va parler, donc on va parler de Dragon Ball et Dragon Ball Z je pense. Oui, un peu. Voilà, on va répéter ce qu'on a dit juste avant de commencer l'émission, on ne parlera pas de Dragon Ball Super ni de Dragon Ball... GT. De Dragon Ball GT, voilà. Donc ça normalement... J'ai pas vu GT et Super... je n'aime pas. On va pas rentrer dans les détails dessus. Ouais. Moi je sais que j'ai lu 5 tomes et après j'ai tout revendu. Voilà. Donc un petit rappel du principe de l'émission. On va parler de Dragon Ball même si c'est pas franchement le sujet principal. Hein. On va parler plus de toi par rapport à ce manga plus que du manga globalement. Je pense qu'il y aura quand même pas mal de choses à dire sur le manga. Et donc j'ai préparé un petit résumé qui retrace vite fait, hein, ouais, c'est très succinct, l'histoire un petit peu de Dragon Ball et Dragon Ball Z, histoire de savoir de quoi on parle, hein. Bon, ça m'étonnerait pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est. Donc voilà. Donc globalement, Dragon Ball, ça retrace la vie de Son Goku, donc de son enfance jusqu'à l'âge adulte, et on y suivra ses rencontres, son évolution, ainsi que les combats qu'il va mener face à ses ennemis. La première partie, je mets des guillemets, de Dragon Ball, ça se concentre donc plus sur son enfance, ainsi qu'une partie de son adolescence, voire même le début de sa vie d'adulte, parce qu'il me semble que Dragon Ball, ça se termine sur son mariage avec Chi-Chi, il me semble, de mémoire. Ouais, c'est ça.
Alors que Dragon Ball Z, c'est la suite directe de Dragon Ball et ça se concentre sur sa vie d'adulte et on peut même dire que le personnage principal de DBZ, à la base, c'est même plus spécialement Goku, mais Gohan, parce que ça s'ouvre littéralement sur lui, son jeune fils qu'on le suivra lui aussi dans son évolution. Donc le manga, il a la particularité d'être assez humoristique, même s'il y a beaucoup de bastons. Et tout du moins humoristique dans sa première partie, et d'avoir sa patte propre grâce au dessin de Toriyama qui est vraiment reconnaissable et unique, je dirais. Et c'est l'auteur entre autres de Dr. Slump et le chara designer des jeux comme Dragon Quest. J'en parle parce que je suis en train de jouer en ce moment, donc je me suis dit que j'allais le glisser. C'est à peu près tout, voilà, sans vraiment trop rentrer dans les détails. Donc c'est de la castagne, Dragon Ball Z aussi. Donc il y a vraiment, moi je trouve qu'on a vraiment perdu le côté humoristique dans Dragon Ball Z, même s'il y a deux trois trucs qui sont marrants parce que Son Goku lui au final évolue pas beaucoup en termes de comportement. Il y a toujours un peu ce comportement d'adulte enfant. Et voilà. Donc encore une fois, je m'étends pas parce que on va parler plus longuement de tout ça dans notre discussion. Et donc je vais en venir à la première question, qui est un peu banale, mais je pense essentielle. Voilà, c'est quel a été ton premier contact avec Dragon Ball du coup ? Le manga, format papier. Ouais. Ça doit être un des vieux tomes, les premiers, enfin les seconds du coup en édition pastel. Le plus vieux que je dois avoir, il a été imprimé en 95 ou 96. Et c'était pas moi, c'était un de mes cousins qui me l'a donné quand j'étais tout gamin, parce que moi je suis né en 96. Donc j'ai pas connu le Dragon Ball quand c'est sorti en France. J'ai connu un peu après, mais mon cousin m'avait filé ses pastels dépareillés, et il y avait donc dedans certains tomes que j'ai encore, qui sont encore tout blancs, comme quoi le papier de l'époque vieillissait plutôt bien. Grave. Tout blanc, pas corné, rien du tout, j'ai toujours pris soin des bouquins, et donc ça a été le format papier. Je devais avoir entre 6 et 8 ans, plutôt vers 7-8 ans, parce que à l'époque, c'était quand même rare d'avoir des enfants en bas âge qui lisaient des mangas. C'était un peu mal vu par les adultes. En tout cas, moi, mes parents le voyaient un peu mal, le genre du manga. Mais ouais, ça doit être ça, 7-8 ans dans ces eaux-là. Puis après, forcément, tout le reste en a découlé. Et puis, tu fais des kamehameha dans la cour de récré. Enfin, c'est devenu, exactement. Ouais. C'est devenu un truc de fou, quoi, Dragon Ball. C'était un peu le truc culte quand on était gosse. Il y avait les cartes aussi. Ouais, plus tard, il y a eu les cartes. Mon frère en a encore plein. C'est des très rares d'ailleurs. Je pense que si un jour il veut les vendre, il peut se faire des couilles en or. Nous, c'était l'époque, il y avait les cartes Dragon Ball et les cartes de Catcher au même moment. C'était un peu, c'est d'autres séries de cartes, du coup, c'est plus récent qu'une certaine génération, parce qu'il y avait des cartes déjà avant. Mais nous, c'est des cartes qui sont vraiment assez qualitatives, en mode Pokémon qui brillent et tout, quoi. On a connu ça. Tu te souviens du premier tome que t'as eu entre les mains ? Ouais, c'était avec le Ninja Murasaki, donc ça doit être le tome 6 ou 7 de Dragon Ball. Ah, c'était déjà un peu avancé quand même, ouais. Ouais, en fait, Dragon Ball, pour l'anecdote, je les ai lus et achetés dans le désordre. À cette époque-là, on devait être cons, mais en fait, on les achetait beaucoup en vide-grenier, parce que ça valait rien, les mangas en vide-grenier. Et du coup, dès qu'on trouvait un tome, on l'achetait et on le lisait. Donc on a lu le 6, puis après on a lu le 15, puis après on a lu le 20, et au bout d'un moment on s'est rendu compte qu'en fait c'était censé se suivre, et là on s'est dit faudrait peut-être qu'on complète dans l'ordre, quoi. Mais ouais, j'ai lu du coup les tomes dépareillés, mais c'était surtout certains arcs de Dragon Ball que j'ai eu en dépareillé, et après par contre on faisait dans l'ordre, et puis l'animé c'était diffusé en même temps à la télé, donc forcément on avait un fil rouge, si tu veux, qui restait. Ah, tu suivais en parallèle ce qui se passait à la télé, plus tu lisais le... C'est ça, le manga, j'ai vraiment lu Dragon Ball. Enfin, la partie Dragon Ball, vu que tout le manga s'appelle Dragon Ball. Par contre, à la télé, c'est Dragon Ball Z qui passait. Donc, je lisais en dépareillé Dragon Ball. Mais Dragon Ball Z, j'ai commencé à Raditz, Gohan, et après, j'ai regardé les épisodes 1 à 1. Donc, j'ai eu le droit au Super Saiyan sans m'être spoilé, et à tous ces trucs incroyables. Voilà, semaine après semaine, ça passait à la télé, jour après jour. J'ai eu ça comme ça, moi. D'accord. En 2 temps. Ok. Donc quand je t'ai demandé de choisir un support, ça a été limite direct, tu m'as parlé de Dragon Ball. Et j'avoue que j'ai été assez étonné, parce que toi t'es plutôt dans les trucs underground, donc je pensais que ce serait quelque chose de plus... de moins mainstream. Après c'est très bien de parler de Dragon Ball, c'est toujours très cool. Et du coup, pourquoi est-ce que t'as orienté ce choix sur ce manga-là ?
Bah, Il a forcément dû dit, changer quelque chose pour toi, du coup. Ouais, tu m'as dit, on va parler d'une œuvre qui a impacté ta vie. Et tu m'avais juste dit œuvre. Alors moi, à la base, naturellement, je suis allé vers la musique. Au début, je voulais qu'on parle du CD Stadium Arcadium des Red Hot, et notamment de la chanson Wet Moon, qui moi m'a... Wet Sand, pardon, qui m'a changé beaucoup de trucs sur ma vie, etc. Enfin, il y a tout un truc avec cette musique. Et après, tu m'as rappelé, et tu m'as dit, ouais, faut que ça soit un livre. Enfin, t'as précisé que c'était un livre. Et donc là, je me suis dit, faut que je trouve un bouquin qui m'a marqué et qui a eu un impact sur ma vie. Et au début, j'ai cherché dans les romans ou dans les BD. Et j'ai lu plein de trucs, les Tintins, les Gaston Lagaffe, etc. à l'époque. Mais il n'y avait rien qui m'a vraiment ultra marqué. Et après, je me suis dit, je vais regarder les mangas. Et en fait, là, c'était une évidence, tu vois. J'ai jamais parlé de Dragon Ball, quel que soit l'endroit où on m'a suivi. Et pourtant, c'est partout. J'ai des sacs Dragon Ball, j'ai des t-shirts, j'ai des figurines qu'on voit pas sur les décors, etc. Mais en gros, c'est un truc qui me suit depuis super longtemps. Et je me suis dit, mais c'est une évidence. Genre, déjà, c'est bizarre que j'en ai jamais parlé sur le podcast. Mais voilà, c'est ça. En fait, c'est apparu comme une évidence en mode, c'est ce qui m'a lancé dans ce domaine-là, c'est ce qui m'a lancé sur plein de trucs derrière. Et c'est ce qui a déclenché beaucoup de passion aussi par la suite, que ce soit pour les mangas ou d'autres choses. Je pense notamment à la cinématographie, parce qu'on en parlera peut-être après, mais le manga est étroitement lié au cinéma, notamment pour la création de storyboard, la fluidité, ce genre de choses. Et moi, j'étais un gamin bercé par le cinéma. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Dragon Ball. D'accord, donc ça a vraiment été instinctif en fait. Ouais, c'est plus... alors instinctivement, je serais plus parti sur un Gun'em, un Slam Dunk, ou si vraiment fallait remonter, un Death Note, tu vois. Et en fait, en me disant ça, je me suis dit, mais c'est débile, parce qu'en fait, le manga, le seul, l'unique, s'il devait en rester qu'un seul, même avec mon amour pour Kingdom ou d'autres trucs, c'est forcément Dragon Ball, tu vois. Et je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là, mais c'est fou, mais beaucoup. Oui. Limite pour tout le monde pareil. On a tendance à l'oublier, mais en fait, si vraiment on se pose là, toute une génération de mon âge un peu plus vieux, je pense des années 98 à ceux qui sont nés vers les années 80, si tu prends cette décennie, 85-95, allez, si on raccourcit, c'est quasiment 95% des gens qui vont dire Dragon Ball. Et ça rejoint une question que je vais te poser après. C'est vrai qu'on est énormément à aimer ce manga, enfin même c'est même plus de l'amour là, c'est idolâtré limite, comme tu dis, on a tous des trucs à l'effigie de DBZ. Moi j'approche les 40 berges, c'est pareil. Même ma fille qui se retrouve avec des trucs à moi qu'elle a chopé dans mes affaires, dans son coffre à jouets. Elle a 3 ans, elle sait qui c'est Goku, qui c'est Vegeta, qui c'est tout ça. Donc tu vois, on a vraiment que c'est limite un truc qui se donne de génération en génération. Et la question qui est un peu, je dirais pas piège, mais qui est un peu compliquée quand on en réfléchit bien, c'est pourquoi est-ce qu'on aime ce manga ? Pourquoi toi est-ce que t'aimes ce manga ? Déjà c'est un des premiers qu'on a eu. Si je me souviens bien, c'était pas très répandu les magasins de manga à ce moment-là. Moi j'ai connu dans les années entre 2002 et 2004. Les premiers que j'ai vraiment achetés neufs, c'était les Death Note, et c'était quand ça commençait à sortir, donc c'était 2004, et je lisais avant en médiathèque. Et pour Dragon Ball, je pense qu'en fait c'était la porte d'entrée à l'époque, tu vois. C'était le manga qui était diffusé à la télé, c'était le manga dont nos aînés parlaient. Il y avait beaucoup ce truc de transmission pour nous gamins des années 90. J'ai l'impression qu'on a une culture qui a beaucoup été transmise par les gens de la génération d'avant. Donc je pense à moi, je pense à mes cousins, mais on peut penser à un grand frère, on peut penser à un père qui va montrer à son fils des choses qui l'ont marqué, ce qu'il y a moins maintenant, il y a moins ce truc de transmission. Et des œuvres comme Dragon Ball ou comme Star Wars, c'est un truc qui se transmet, tu vois. C'est... Là maintenant Dragon Ball, il y a quasiment plus d'actu. Dragon Ball Super, ça sort encore pour les derniers fans qui ont un espoir en la force, mais c'est tout. C'est Dragon Ball Super, c'est pas là pour recruter des nouveaux lecteurs, enfin du moins j'ai pas l'impression. Et pareil pour tout ce qui est jeu et tout sur Dragon Ball se base sur la nostalgie, parce que c'est un truc qui parle qu'à notre génération, c'est un truc qui se transmettait. Et je pense que c'est pour ça que ça a marqué autant de gens, c'est que ça nous rappelle plein de trucs. Ça nous rappelle les après-midi passés chez la famille à mater des épisodes. Ça nous rappelle
Après avoir regardé, on allait jouer à la GameCube, tu vois, on allait jouer à Smash Bros, Mario Kart, enfin, ça nous rappelle le dimanche quand ça passait à la télé, on regardait ça le matin, enfin c'est dans la cour de récré, tu vois, avec les copains. La collection de cartes, comme tu l'as dit, les jeux vidéo, beaucoup de premiers jeux vidéo de personnes, ça va être les Budokai Tenkaichi, ça va être ce genre de trucs. C'est vrai. Et il y a tout un, ouais, c'est ça, il y a tout un pan en fait de la culture qui, je pense, pour une génération vient de Dragon Ball et qui ensuite a ouvert plein de choses. Grâce à Dragon Ball, je me suis intéressé au cinéma d'animation. Grâce à Dragon Ball, je me suis intéressé au manga, mais surtout au format poche papier. Tu vois, je lisais que des BD avant Dragon Ball. C'était que des BD, et encore je lisais des BD où c'est des BD enfants, donc souvent il y a très peu de texte, voire pas du tout. Et là, avec Dragon Ball, je me suis dit, on peut lire un truc feuilletonnant, on peut lire un truc long, surtout parce que les BD c'est 3-4 tomes. Dragon Ball c'était 40, 42. Et c'est ça en fait, la galerie de personnages, et puis surtout un truc qui changeait. C'était pas du tout occidental, les mentons pointus, le nez pointu, les cris dans tous les sens, voilà, les yeux, les muscles saillants, etc. C'était vraiment un truc atypique à ce moment-là. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça a autant marché, c'était l'éléphant au milieu de la pièce. Impossible de pas le voir. Ah, c'est vrai, ouais. Donc ça serait la nostalgie en fait. J'ai remarqué que il y a vraiment deux types de personnes. Il y a les gens comme nous, je pense, pour qui c'est vraiment, ça joue vraiment sur une corde sensible en fait. Ça nous rappelle des trucs, ça nous rappelle, comme tu dis, hein, des après-midi, des journées, notre enfance en fait, ni plus ni moins. Et je vois beaucoup de personnes, par exemple, qui sont sportives, qui font du sport, qui vont à la salle et tout, et qui prennent exemple sur Goku, sur Vegeta, pareil, et qui eux vont plus prendre là-dedans ce côté culte du corps, le culte d'aller toujours plus loin, de se dépasser, de limite mourir pour ses convictions et tout ça, et rarement pour autre chose en fait. Ça c'est vraiment un constat. Dragon Ball, on aime pour ces deux choses, ou on n'aime pas du tout en fait, parce que justement c'est trop exagéré, ça va trop loin, c'est exagéré, des fois c'est même grotesque en fait. Et après, il y en a qui vont pas aimer parce que l'humour des Dragon Ball justement, ils sont très pipi caca et tout ça. Ouais, c'est mais potache, il y a pas vraiment beaucoup de raisons de plus, j'ai l'impression, d'aimer Dragon Ball quoi. C'est assez marrant comme constat quand même. Je pense que ça sortirait maintenant. Admettons, à la place de Dragon Ball, on ait eu que Saint Seiya, Dai et compagnie, Hokuto no Ken, tout ça, City Hunter. Ça sortirait maintenant, Dragon Ball, ça marcherait pas. Tous les potards sont tellement tournés à fond, comme tu le disais, au niveau du corps, de la gestuelle, des cris, des chorégraphies, tout est tellement mis à balle. Il a tellement tout exagéré, Toriyama, que ça marcherait pas. On serait en mode, c'est une parodie en fait. C'est abusé, ouais. Alors que nous, on voit pas ça comme un truc abusé, mais on voit ça vraiment comme un truc culte qui a influencé plein de choses derrière. T'as plus ou moins répondu à une de mes questions, hein. J'allais te demander si avec le recul maintenant, tu t'accrocherais à Dragon Ball si tu l'avais entre les paluches. Moi par exemple, j'ai repris avec l'édition Perfect là il y a pas longtemps, et je t'avoue que je me suis vraiment senti putain de mal à l'aise avec certains passages. Moi j'ai très bien vécu les blagues sur Bulma à poil, les trucs vraiment ultra misogynes, ultra sexistes, j'étais en mode yes, c'est ça qu'on veut quoi. Oui c'est ça qu'on veut quand on est quand on est plus jeune, c'est sûr. Moi c'est des planches que j'ai passées à repasser, mais maintenant c'est vrai qu'avec le regard d'adulte tu dis putain mais bon, ça passerait pas maintenant. J'en étais pas à dire je vais caroubler le truc et je le relirai pas, c'est pas ça, c'est que je suis passé dessus en me disant putain mec ça c'est moyen maintenant avec tout ce qui se passe. Je sais pas si ça serait aussi bien accueilli, surtout par le grand public, parce que ça a été un manga qui a directement été exposé en fait. Et je me dis non, maintenant ce serait peut-être un peu moyen. L'arc de Dragon Ball avec Bulma qui est en tenue de lapin dans le village avec les terroristes, qui rappelle du coup ce qui se passait. Enfin, tu le prends hors du contexte maintenant, c'est horrible. Tu peux même pas dire c'est satirique parce qu'il détourne le truc. Enfin, et voilà. Non, c'est pervers, mais bon, c'est assumé quoi. C'est ça qui est marrant. Et donc du coup, tu me disais que Dragon Ball, ça a ouvert beaucoup de choses pour toi. Et en l'occurrence, quoi donc ? Le manga déjà. Et par le manga, beaucoup de choses qui se sont ouvertes derrière. Parce que quand t'es gamin et que tu tombes sur Dragon Ball, la première chose que tu fais, je pense qu'on est beaucoup à avoir été le cas, c'est
ok, je veux dessiner ça, je veux faire la même chose, tu vois. Tu kiffes tellement, en fait c'est tellement un nouveau truc que moi je me rappelle, j'en ai chez moi encore, des petits mangas en 10-15 pages que j'ai fait à la suite de ça. Donc forcément tous les persos ils ressemblent, enfin ils ont le nez, voilà, le menton pointu et tout, à la Toriyama, mais derrière j'étais en mode, je veux dessiner mon propre truc, quoi. Et c'est ça pour plein de trucs derrière. Le manga en fait c'était un peu particulier, parce que c'est une pagination qui est pas habituelle pour nous français. Les cases elles sont coupées, c'est pas droit, les bulles de texte elles étaient rondes. Pour rappel, la BD, la plupart des bulles de texte sont carrées, ou rectangulaires du moins. Et c'était perturbant d'avoir ça, un truc assez finalement très fluide, et surtout qui se dévorait plein de fois. Là où une BD tu la lisais une fois ou deux, et tu la relisais peut-être 3-4 ans après. Dragon Ball et les mangas de manière générale, enfin pour ceux qui sont rentrés dedans en même temps que moi, on les lisait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, enfin on se les enchaînait et on les relisait, parce que c'était vraiment addictif, quoi, tu vois. C'est ça, je pense que c'est vraiment une addiction. Et moi ça m'a ouvert au manga, ça m'a ouvert à plein de trucs, je pense aussi au cinéma un peu, parce que moi quand j'étais gamin on avait une caméra familiale et j'aimais énormément faire des films. Et je sais qu'il y a eu un avant, un après Dragon Ball avec ça. Au début, on faisait beaucoup de films avec des Lego avec mon frère, je me rappelle. Donc des trucs vraiment miteux où on les tenait avec des cordes de nylon, enfin pour les faire bouger. On n'avait pas de son vert à l'époque, on savait pas comment ça marchait. On les a encore ces trucs-là. Et post Dragon Ball, on s'est dit, et si on faisait, donc on dessinait rapidement quelque chose et que derrière on essayait de le faire nous. Donc tu sais, des mouvements de caméra où tu vas très vite, t'essaies de retranscrire le mouvement, le flou de mouvement et tout. Et je sais que moi ça m'a ouvert à une certaine je vais pas dire culture, mais à une certaine envie de pratiquer cet art-là via le manga. Et ce qui me fait rire, c'est que maintenant, quand je vois des œuvres, enfin des artistes comme Tatsuki Fujimoto, où tout le monde vante ses mérites comme étant des références au cinéma, je sais pas trop quoi et tout, je me dis, mais alors, à l'époque, c'était vraiment autre chose, même en termes de narration. On va penser à Death Note, mais c'était un truc de fou, Death Note à l'époque. Enfin, t'arrivais là, t'avais un thriller qui était un peu adapté à tout le monde parce que c'était pas sanglant. Tout le monde meurt, mais d'une crise cardiaque. Donc t'as pas le truc sanglant et gore. Tout le monde pouvait le lire. Et la rivalité entre elle et Light, c'était un truc de fou. Et tout ça c'est en partie grâce à Dragon Ball. Voilà. Je pense que c'est surtout pour ça que ça m'a ouvert à ces trucs-là. Et après, le cinéma d'animation, hein, tout ce qui va être Ghibli, tout ce qui va être... qu'est-ce qu'on a eu d'autre à ce moment-là ? Parce que nous, on avait que les Blue Sky, les Pixar, les DreamWorks. Et là, on s'est ouvert à un nouveau truc, tu vois. Et ça, c'était vachement bien. Merci Dragon Ball. Ouais, puis on voit que ça pullule, hein, ça marche toujours aussi bien maintenant, même après. Ça a ouvert une porte en fait, ce truc, c'est fou. Moi, c'est vrai que j'étais là vraiment au début, ça fait vieux con de dire ça, mais j'ai vu l'arrivée de l'anime, j'ai vu l'arrivée du manga, et il y a un truc que t'as dit tout à l'heure, et qui résume bien le truc, c'est qu'il y avait un avant et un après en fait. Et ça a tellement bouleversé la France, ce truc-là, que ça en parlait aux actus. Nos parents ont été influencés par ça, et du coup ça a été influencé sur nous aussi, parce que moi je sais que mes parents voulaient pas, enfin mon père surtout était pas spécialement d'accord pour que je lise des mangas et tout. Qu'est-ce que ça a fait ? Ça a fait l'effet inverse. Du coup je me planquais pour regarder Dragon Ball, et puis j'achetais les bouquins en cachette, quoi. Mais tout ça n'a pas été pour rien, et en plus de ça, quand on voit maintenant le succès du manga en France, je pense que ça a été peut-être l'un des meilleurs trucs, en tout cas dans le cadre de la BD, de l'art, quoi, en fait, parce que on peut considérer ça comme de l'art, et que malgré tout ça a tenu bon, et ça fait plaisir de voir que ça en arrivait là, en fait, parce que ça a ouvert des passions, enfin ça a créé des passions pour beaucoup de personnes, comme tu nous le dis. Et ça continue encore de le faire, ça. Puis ce qui est marrant, c'est que Dragon Ball, ça continue encore de se vendre, quoi. Même après tout ce temps, quoi. C'est un truc de fou. Je pense même que ça a ouvert sur le 9e art, hein, en général, donc BD, comics et tout. Ça a permis, en France, de s'ouvrir au monde. Je pense qu'on était très chauvin avant. C'est possible. Et quand tu regardes ce qui était en bibliothèque, quand on était gosse, c'était les Tintins, les Gastons, les profs, tous ces trucs-là. Il y avait quasiment rien d'autre. Et là d'un coup il y a Dragon Ball qui arrive et ils se disent ah ok, derrière il y a eu quoi, il y a eu Naruto qui a suivi, One Piece, tout ça, et maintenant quand je vais en librairie, mais il y a un rayon BD, il y a un rayon comics, il y a un rayon manga, il y a un rayon auteur international, tu vois. Et je pense que ça a contribué.
Je sais pas si c'est vraiment que lui, mais en tout cas ça a ouvert la France à autre chose que les pays ligériens à la France, donc les BD allemandes, les BD belges, tout ça. Et ça nous a dit, bah voilà, en Asie, en Europe du Nord, même plus loin, ils font des trucs, tu vois. Et on peut accepter la culture, parce qu'avant Dragon Ball, je pense que le Japon c'était les jouets et les Toyota, quoi. Et après Dragon Ball, les gens se sont dit, c'est peut-être pas que des jouets made in Japan, c'est peut-être une culture. Donc je pense que ça a ouvert aussi un peu le pays à d'autres trucs. Ouais, bien sûr, c'est pas mal. Et après, dans un autre registre aussi, il y avait, tu dis, je pense qu'on peut l'étendre aussi aux États-Unis, parce que quand même il y avait les Disney, enfin les Picsou, les machins comme ça aussi moi je m'en souviens quand j'étais gamin, j'en avais à la maison, hein, les Mickey Parade, les grands Picsou géants aussi, ça c'est de la BD américaine essentiellement, même si après je crois que c'est l'Italie qui a quand même bien repris au niveau des dessins et des machins comme ça. Mais avec les sacs cartoon le soir et tout ça, ça venait des États-Unis, mais c'est vrai qu'au niveau du Japon et tout ça, c'était pas... Et je pense que c'est ce qui a fait peur en fait, c'est que ça arrive d'un coup comme ça, que ça emballe vachement les gamins, et comme pour beaucoup de choses, je pense que les parents ont eu peur pour leurs gamins parce qu'ils connaissaient pas, ils ont eu peur de l'influence, c'était quand même assez violent parce qu'il y a quand même pas mal de bastons et de machins comme ça. Donc, parce qu'après c'est vrai qu'avec ça, à la télé en tout cas, il y a eu les Senseiya et tout ça qui sont arrivés. Donc pareil, hein, là t'as des mecs en armure qui se mettent des grosses tatanes sur le coin de la tronche, c'était pas non plus spécialement... alors qu'en regardant, il y avait des trucs qui étaient pas mieux en France. Mais bon, du coup, tu penses que s'il y avait pas eu Dragon Ball Z, enfin ou Dragon Ball même, tu serais peut-être pas tombé dans le manga ? Pas aussitôt. Ça m'aurait pris vraiment plus tard, parce que c'est tout ce qui était autour de Dragon Ball qui a fait qu'on s'est intéressé au manga. Si on gueulait pas Kamehameha dans la cour de récré, impossible qu'on ait lu d'autres choses. Après, on était des gamins curieux aussi, nous, à ce moment-là. Vu le succès de Dragon Ball et le fait qu'on achetait en vide-grenier, etc., on est peu, mais on était quand même quelques-uns à le faire, à aller en grande surface, regarder s'il y a des mangas. Moi, ma librairie de l'époque, ma Fnac de l'époque, c'était Auchan, en fait. Ouais. Et à ce moment-là, on avait quand même pas mal de choix à Auchan. Moi, je me rappelle que le rayon était quand même très, très, très fourni, et on allait... voilà. Faut dire une autre marque pour éviter que tu aies des royalties. Carrefour, Darty, Boulanger. Voilà, non mais on allait là-bas et en fait on était quand même beaucoup à le faire. Et je pense que ouais, ça a eu un... Je pense pas que j'aurais commencé si tôt. Sinon, je pense que peut-être mi-collège ou début collège où je m'y serais intéressé. À l'arrivée de la TNT et de la diffusion de One Piece sur la TNT. Je pense que ça aurait été l'autre porte d'entrée. Voilà. Si je prends un peu de recul, je pense que ça aurait été ça. Mais en tout cas, le manga papier, c'est sûr que j'y serais pas rentré tout de suite, parce que vu que mes parents voulaient pas que j'en lise. Ouais. Bon, ils ont accepté très vite, parce que voilà. Mais je suis un gamin pourri gâté, mais globalement ils aimaient pas trop parce qu'ils voyaient les images, et forcément à la télé, je rappelle, moi je regardais Dragon Ball Z, et Dragon Ball Z est très sanglant comparé à Dragon Ball. C'est vrai. Enfin, je veux dire, Raditz au début, des gens transpercés, le Makanko Sapo, la première fois mes parents ils regardaient avec moi, ils étaient en mode mais c'est quoi ça? T'as 7 ans, il y a un mec qui se fait transpercer par un rayon laser d'un alien, on voyait le sang et tout, enfin, tu vois, je comprends. Et du coup, Dragon Ball, il regardait le manga pour pas que ça soit pareil. Et le début de Dragon Ball est pas du tout sanglant. À part Bulma et Tortue Géniale qui s'est gêné, ouais. mais sinon, c'était pas le cas. Et du coup, j'avais le droit de lire Dragon Ball, mais j'avais pas le droit d'acheter Dragon Ball Z. Il y avait une scission en fait, parce que je sais pas, ils avaient peut-être les journaux qui en parlaient mal, mais ils avaient l'impression que c'était deux choses distinctes. C'est vrai que ça a pris un tournant quelque part après avec Dragon Ball Z. Niveau violence, en tout cas, ça a pris un niveau, ouais. Et tu te souviens du cheminement, donc t'es tombé sur DBZ, enfin sur Dragon Ball Z. Ça t'a poussé à lire quoi après ? Death Note, Naruto, pour moi, ma génération en tout cas, les gens de mon âge, ouais. Naruto, ça c'était le truc de l'époque. La baston à ce moment-là, donc 2002 à je dirais 2008-2009, donc quand même pas mal d'années, c'était Dragon Ball ou Naruto.
genre maintenant quand je vois le succès de One Piece et tout, ça me fait rigoler parce qu'à l'époque c'était vraiment le vilain petit canard quoi. Personne n'en voulait. Qu'est-ce qu'on en avait un foutre de pirate sur l'eau qui étend ses bras. Nous on voulait Naruto qui avait un ersatz de Kamehameha avec sa boule bleue là, j'ai oublié le nom. On voulait les ninjas ou on voulait Dragon Ball parce que c'était autre chose quoi. C'était moins farfelu je pense que One Piece aussi à ce moment-là. Ouais. Et Naruto était blond, il reprenait les codes couleurs de Dragon Ball avec le orange, etc. Il y avait ce délire d'énergie, ce truc très japonais parce que Dragon Ball mine de rien, le principe des arts martiaux, c'est un truc qui est très asiatique. Ouais. Naruto reprend le principe des ninjas et des arts martiaux, donc très asiatique aussi. Et je pense que c'est pour ça que One Piece a moins convaincu à ce moment-là, c'est que c'était totalement à part. Ouais, la piraterie, c'est encore un thème bien différent. Ouais. Et One Piece a vraiment pris, je pense, quand on est arrivé à Impel Down, donc 2009-2010, juste avant Marineford. Ça a vraiment pris à ce moment-là chez les gens. Et après, on a rattrapé tout ce qu'il y avait avant, mais ouais, à l'époque, c'était vraiment Dragon Ball, Naruto. Et moi après ça m'a ouvert à plein de trucs, Cardcaptor Sakura, je pense à tous les clamps, donc Tsubasa Réservoir. À l'époque je savais pas que c'était du shoujo, maintenant je le sais. Mais voilà, j'ai bouffé quasiment tout clamp, Tripixolic. Ça m'a ouvert à quoi Samurai Deeper Kyo. Ça m'a ouvert à pas mal de choses, en tout cas du côté jeune, on va dire, de la force, parce qu'il y avait Berserk au rayon adulte et les gens étaient en mode non, vous êtes trop jeune pour lire Berserk, donc j'ai lu Berserk très très tard à cause de ça. Et Dreamland aussi. Dreamland ça a été sans Dragon Ball, pas Dreamland et pas de manga français, pas le succès je pense que ça a été parce que c'était vraiment il est arrivé au bon moment. Un design qui détonnait un petit peu par rapport au reste, une utilisation des pouvoirs qui pouvait se rapprocher de trucs d'énergie. Et un délire très très français par-dessus, et c'était un petit peu on était en mode oh trop bien quoi, on va avoir du manga en France, là où maintenant le manga français c'est tu le précises et les gens sont en mode ah c'est du manga français je sais pas machin. Nous à ce moment là c'était Dreamland c'est français mais vas-y tout le monde achetait quoi. Ouais, c'est dommage le truc tu vois, aussi réticent. et ouais bon après on est réticent parce qu'on a quand même bouffé du manga français sans manquer de respect à qui que ce soit, mais qui était très moyen pendant des années. Et les récentes productions sont vraiment bien. Je trouve qu'on a de très très bonnes productions à l'heure actuelle, manga fait en France du moins. Mais ouais, pendant quelques temps c'était pas ça. À part Dreamland qui tenait la baraque, c'était relativement moyen, et je pense qu'il y a eu quand même une période où les auteurs devaient digérer un peu tout ça. Et les auteurs s'inspiraient peut-être un peu trop de certains trucs cultes, comme Dragon Ball. Donc voilà, tout ce que ça a pu, le cheminement, et puis pour tout ce qui est manga niche, je vous en parlais avant, c'est récent aussi. C'est pas récent, c'est 4-5 ans, mais c'était pas quand j'étais enfant, parce que c'était pas accessible. Ouais, mais ça c'est le cheminement, enfin c'est la maturité plus que ça fait partie du cheminement aussi, donc je pense qu'on va toujours chercher... ouais, c'est ça. À terme, les gens qui aiment le manga actuellement et qui ne lisent que les gros shonen, s'ils continuent à le lire plus tard, il y aura un moment donné où ils vont ouvrir les yeux et avoir un cheminement qui sera autre, je pense. Maintenant, il y en a qui vont arrêter. Je vois plein d'adultes là sur YouTube ou au podcast qui m'ont dit ils lisaient on va parler de ce qui fâche, mais les gros shonen de l'époque, ils ont arrêté de lire ça pendant 10-15 ans, ils s'y sont remis là avec le confinement et tout, et là ils commencent à se rendre compte qu'il y a tellement plus. Ouais, bien sûr. Tu vois. Alors moi j'en suis rendu, alors qu'il y avait plus tout ce qui est niche et tout, ouais, c'est à peu près pareil, confinement, mais j'ai jamais arrêté de lire des mangas par contre, c'est un truc qui est vraiment resté toute ma vie. Ouais. Tu vois, moi j'ai fait un peu le truc inverse, c'est-à-dire que en suivant pas mal de Teroko et tout ce qui se fait au niveau du podcast manga et YouTube manga, c'est vrai que je suis parti directement moi sur des titres qui étaient un peu plus underground, et pour en avoir bouffé pas mal, maintenant je reviens au truc un peu plus léger justement, genre shonen et machin comme ça, parce que ça me fait redescendre un petit peu d'un cran, tu vois, au niveau parce que c'est vrai qu'il y a quand même des sujets qui sont abordés, qui sont pas faciles, qui sont pas évidents, surtout maintenant avec une lecture beaucoup plus adulte. Et ça fait du bien. Je pense qu'il y a tout à prendre, que ce soit plus enfantin, que ce soit plus adulte ou quoi que ce soit. Vraiment, c'est tellement vaste comme univers le manga qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à voir. Mais voilà, je pense qu'il faut savoir lire de tout. Après, c'est pareil. Je pense qu'on fonctionne un petit peu comme ça. Quand on en a marre d'un style, on va chercher un autre. Quand on a marre d'un autre, on va chercher
quelque chose. Non, ce qui m'a fait marrer tout à l'heure dans ce que tu m'as dit, c'est là qu'on voit qu'il y a une petite différence d'âge entre nous. C'est qu'à dire moi, après Dragon Ball, ce qui a directement été enchaîné pour moi, c'était des trucs comme Neo Genesis Evangelion et Gun aussi. Ça, c'est des sorties que j'ai connues à l'époque. Et tu vois, Naruto, quand c'est sorti par exemple, moi j'étais limite carrément plus dedans. J'avais déjà découvert, moi j'avais plus ou moins lâché la lecture pour partir dans la musique. J'avais découvert le métal, j'étais super investi. Et tout ça, donc je me suis concentré sur, je sais pas, peut-être une quinzaine d'années que sur la musique, en lâchant tout ce qui était manga, lecture, BD, même bouquins traditionnels, même si j'y suis revenu plus tard. Mais ouais, c'est marrant de voir les évolutions. Il y a toujours le même point de départ, mais sans forcément que les mêmes choses aient suivi, ouais, quoi, selon l'époque. On en parlait avec Max et Seb des podcasts, donc il y a un peu dans le manga et PCF manga, que dans les trucs sur les éditeurs, moi je disais que à l'âge que j'avais à ce moment-là, c'était quasiment impossible d'avoir accès à autre chose que des shonen ou quelques shoujo type Cardcaptor Sakura, les autres clamps, parce que c'était pas en magasin, on n'avait pas le recul et la connaissance que peut avoir un adulte de se dire il y a autre chose qui existe. Et là où eux ils étaient déjà adultes comme toi et ils ont lu des trucs un peu plus de niche à ce moment-là, certains auteurs que maintenant qui sont réédités et tout, nous on savait même pas que ça existait et on pouvait pas savoir parce que même les magazines de manga qu'on achetait là, ils mettaient en avant que les grosses sorties et c'est pour ça que Naruto a tout pété parce que c'était la grosse sortie de ces années-là. Ouais. À l'image d'un FMA aussi, etc. Ça marchait pareil un petit peu dans les... que ce soit dans les jeux vidéo, dans tout ce qui était pré-spécialisé en fait. C'est vrai que moi j'ai des gros souvenirs des consoles plus, des machins comme ça qui parlaient vraiment des très 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 gros titres. Du coup après avec le recul, quand j'ai regardé plus grand ce qui se passait, par exemple sur PlayStation, je prends cet exemple là parce que c'est le premier truc qui me vient, il y a eu 2-3 pépites qui sont sorties et j'ai passé en dessous des radars alors que j'avais le nez dedans, tu vois, et j'étais tellement obnubilé par les Final Fantasy VII, les machins comme ça, que du coup sur le coup ça m'empêchait de profiter d'autres choses à l'instant T, quoi. Mais bon, ça après c'est comme ça que ça fonctionne, hein, c'est pas grave. Et sinon, pour en revenir un peu à Dragon Ball, c'est quoi le passage qui t'a le plus marqué dans la série, toi ? Parce qu'on parlait à la base de faire un top 10, je me suis dit ça va peut-être faire un peu long. Donc si t'avais un ou deux trucs clés pour toi dans la série, qu'est-ce que ce serait ? Je pense que Alors, le truc clé pour moi qui représente le mieux ce qu'est Dragon Ball, et alors pas le manga, mais vraiment ce qui représente le Dragon Ball au sens large. Donc tout ce qui va à côté, etc. Je le disais tout à l'heure, donc via la transmission, etc. C'est le Kamehameha Père-Fils. Ouais, écoute, on est d'accord là-dessus. Cette scène, elle est on pourra jamais faire mieux que cette scène. C'est la quintessence même de ce qu'est Dragon Ball pour tous ceux qui aiment Dragon Ball, c'est-à-dire la transmission d'une génération à une autre, les deux étant côte à côte, face à un ennemi commun, mais ça peut être à plein de choses. Et c'est une scène qui est extrêmement forte, là où elle arrive dans Dragon Ball. Gohan a la moitié du corps en sang, il peut utiliser qu'une seule main. Un bras cassé, ouais. Voilà, un bras cassé, tous les autres sont soit morts, soit dans le coltard. C'est la fin du monde, machin. Et là, il lance sa dernière attaque, le truc ultime, qui d'ailleurs rappellera le point du dragon, enfin du coup de Goku contre Piccolo, premier Piccolo d'Aimao. Où il a plus de jambes et plus de bras, il a qu'une seule main, et tu sais, il tape par terre, et après il fait un petit kaméha par terre, il va très vite et le transperce. La scène elle est légendaire, tout le monde la connaît, mais du coup ça reprend un peu ce principe-là avec Gohan, et c'est la transmission, Goku mort qui revient derrière lui, qui fait le kaméha Père-Fils, la planche elle est absolument... L'image elle est classe quand même, ouais. Elle est sublime, le principe même de faire ça, c'est un truc de fou, quoi. Enfin et surtout qu'on s'y attend pas. Parce que les apparitions spirituelles dans Dragon Ball, on était habitués, mais pas comme ça, de manière très floue, entre guillemets. Et c'est aussi un moment où Vegeta se sacrifie littéralement, c'est la première fois, deuxième fois, quoi, il se prend face contre Freezer, je crois, mais qui se sacrifie vraiment, qu'il accepte le fait qu'il est juste un sidekick pour détourner l'attention de Cell pendant ce truc-là. Et c'est l'ensemble de la scène, c'est intense, folle, quoi. Ouais, c'est un truc vraiment, vraiment très très fort. Et je vais prendre comme exemple mon frère, mais mon frère
il lit plus trop de manga maintenant, mais on a quand même grandi avec, et comme j'ai dit, la partie transmission et tout. Il est ultra fan de fantasy, Seigneur des Anneaux, il a tout ça de Jules Verne, enfin il a plein de bouquins, mais il a quasiment pas de manga chez lui. Et au milieu de sa pièce, de sa collection, il y a quoi ? Une figurine de Goku et Gohan en Kamehameha père-fils, en plein milieu de son truc, qui trône. Tu vois, et ça c'est ultra représentatif parce que... voilà, je sais pas, il y a un marquant, truc de transmission intergénérationnelle, enfin... C'est ce genre de moment que tu as envie de partager avec pourquoi pas des gosses, avec des amis, tu vois, tout ça. C'est pour ce genre de moment que je pense que Dragon Ball est très très fort. Et en deuxième, comment ne pas citer le coup de poing dont j'ai parlé avant, avec Goku qui transperce Piccolo Daimao. Le combat est absolument fabuleux. Et on arrive à un tournant dans Dragon Ball, parce que juste après ce moment-là, je crois que c'est le gros tournoi de fin de Dragon Ball. C'est la dernière fois qu'on voit Goku enfant. Et le coup de poing, c'est tout l'espoir de l'humanité dans le poing, quoi. Il y a aussi ça, et puis après, je sais pas, on pourrait nommer le Genki Dama, qui est aussi encore une fois un principe de transmission, de partage, là, on peut pas faire super plus, valeurs. Ouais, carrément, ouais. Franchement, mettez en commentaire dans le podcast ou sur les réseaux, mais qui n'a pas levé les mains au ciel, quoi. Enfin, à un moment même donné, en gif, je veux dire, quand il y a quelqu'un qui déprime un peu, on dit allez, envoyez-moi du courage, le premier gif qui te vient en tête, c'est ça, quoi. Bah oui, non, mais franchement, c'est tout con, et tout le monde connaît ce passage-là, même ceux qui n'ont pas vu Dragon Ball, tu vois. C'est à quel point l'iconisation de certains trucs a été bien fait, et continuera à durer dans le temps. Je pense qu'on est sur les meilleurs moments, ça doit être ça. Et après, je réfléchis, mais peut-être le premier tournoi quand Goku se bat contre Krillin. Ouais. Parce qu'on a encore une fois ce truc de ok, c'est un tournoi, ok, ils vont se mettre dessus, mais tu vois, ils sont potes, quoi. Ils sont potes, ils sont là pour s'amuser. Malgré la pression, en plus c'est en demi-finale, c'est même pas en finale, tu vois. Et malgré l'écart de niveau, il le sait, Krillin, Goku aussi, et ils s'éclatent dans le combat. Tu vois qu'ils prennent plaisir. Et là où maintenant tous les shonen, les mangas, généralement c'est des trucs très graves, et quand il y a des combats... Toujours un enjeu, ouais. Voilà, il y a toujours un enjeu, un machin. Là, les mecs, ils sont là au tournoi, ils sont pépouses, ils s'en battent les steaks de gagner quoi que ce soit. Ils sont juste là pour kiffer entre potes, et on a perdu ça. Voilà. Je trouve vraiment qu'on a perdu ce truc-là. Et ça fait du bien. Alors, même en reparlant, tu vois, t'as le sourire aux lèvres, quoi. Ouais, c'est vrai, ouais, carrément. Mais parce que dans son truc, il arrivait quand même à garder une certaine innocence, et c'est ça qui, je pense, qui fait que quand tu penses à Goku quand il est petit, c'est cette bouille. Et c'est cette innocence, en fait. C'est vrai que quand il arrive, justement, on parlait de Bulma tout à l'heure, et qui sait pas ce que c'est une femme, limite, et que tu le vois, il apprend. Moi, ça m'a fait rire, même s'il y a des passages qui sont particuliers, parce qu'après, c'est souvent des trucs où les adultes, ils vont avoir une réaction de pervers avec une gamine, parce que Bulma, elle est toute petite, hein. Après, les réactions qu'ils ont entre eux, les enfants, que ce soit entre Krillin et tout ça, Bulma, elle a 16 ans, il me semble, donc elle est pas tout à fait adulte, et tout ça. Et c'est ces réactions, moi, qui me font marrer, en fait. C'est vraiment cette innocence qu'il y a, et que Toriyama, il arrivait à garder dans cette première partie de Dragon Ball. Et on retrouve ça après dans certains persos de Dragon Ball Z, hein. Justement, comment il s'appelle, Gohan, quand il est petit, c'est le portrait craché de son père. Toriyama, là-dessus, c'est pas trop fait chier non plus, parce qu'il a repris les caractéristiques, je trouve, hein, c'est moi ce que j'en pense, de Goku quand il était petit, pour repartir de zéro avec Gohan, quoi. Sans la force qui, après, Goku, il est déjà fort, alors que Gohan, lui, il connaît pas ses capacités, il les découvre après, peu à peu, quand il est largué tout seul, quoi. Ouais, après, il est moins tête brûlée que Goku, quand même, je trouve. Mais vu qu'il a eu une éducation... Parce qu'il a été couvert par sa mère, c'est pour ça. Goku est tout seul, mais... c'est des barres, le début, là, quand il pêche avec sa queue de singe et tout. C'est qu'il y a des trucs comme ça, quoi. Moi, ça me fait marrer. Et c'est cette légèreté qui est marrante. Le nombre de pénis de Goku qu'on voit dans les premiers tomes, c'est vrai. Un truc de fou, quoi. Enfin, il est à poil tout le temps, le gamin, mais il s'en moque. Il y a des moments où il se bagarre, il est complètement à poil. C'est vrai. C'est marrant. Là, comme ça, c'est drôle. C'est léger, c'est ça. C'est léger, ouais, c'est ça. Question bonus, pour ou contre la moustache de Vegeta, toi? Ah, c'est pas dans Dragon Ball Super qu'il a eu ça? Ah si. Oh non. Je devais en parler. Franchement,
J'essaie des fois de me dire, est-ce qu'il y avait un truc bien dans Dragon Ball Super ? Et c'est dur. Non, c'est pas Dragon Ball Super la stache, c'est dans. C'est dans GT ? C'est dans l'autre, c'est dans GT, ouais. Ouais, mais toi, après GT, moi j'ai pas vu. J'ai l'impression que c'était un peu le. Tu sais, c'est un peu comme la prélogie de Star Wars GT. À l'époque, tout le monde crachait dessus, et maintenant qu'on a eu Super, les gens sont en mode ah, c'était quand même pas mal. C'est pas si mal, ouais. Tu vois. C'est à faire valoir les nouveaux épisodes. C'est. Voilà. Moi j'ai jamais vu GT, enfin j'ai joué les persos dans les jeux vidéo, mais j'ai jamais regardé. Ouais. Ça m'a pas attiré vu que c'était un truc de fan, je crois. Et ouais, ça m'a jamais trop tenté de regarder GT, j'avoue. Bah, moi non plus, c'est juste que j'ai cette image de Vegeta avec une moustache, ça me fait marrer. Mais déjà, c'est pas censé exister, parce que les Saiyans, ils ont pas de... les poils, ils les ont dès qu'ils sont nés, et après, ils en ont pas. C'est ce qu'il disait quand il est allé sur... quand Vegeta, il racontait son enfance, là, avec Freezer et tout, il disait qu'il y avait des trucs que les Saiyans pouvaient pas avoir, et je crois que la barbe et la moustache, c'était pas possible pour les Saiyans. Ah ouais, bah voilà. Bah je dis ça, mais Nappa, il a une moustache. Mais il y a un truc, il y a un truc, faudrait relire ce moment-là, mais je suis sûr que Vegeta il dit que si de base ton daron n'avait pas ou quoi, tu pouvais pas en avoir. Enfin, il y a un truc qui les empêche même de changer de coupe de cheveux. Je crois qu'ils ont la même toute leur vie à cause de ça. Ouais. C'est une coupe qui reste forever. Enfin, c'est. Putain, c'est pas de bol ça par contre. Faudrait relire, mais à un moment donné il parle de ça et c'est rigolo, justement avec le ton de l'humour. On va sortir un peu du cadre Dragon Ball là. Juste une petite question comme ça, mais donc t'es un énorme lecteur de manga, hein, ça, on le sait et on le voit d'ailleurs. Enfin moi j'ai la cam, donc voilà. Ouais. Mais après toutes ces années de lecture, qu'est-ce qui te tient encore à ce support là en fait? Parce que je pense qu'au bout d'un moment t'as plus ou moins fait le tour, logiquement. Il faut quand même arriver à se renouveler, hein, que ce soit dans ses lectures ou même dans les productions qu'il y a maintenant. Donc il y a forcément un truc qui te fait dire que bah voilà quoi, j'ai pas fait le tour moi. Le scénario. Ouais. Je suis un fanat des scénarios de manga. Je trouve qu'ils ont des idées absolument folles et surtout une rythmique qui accompagne ce scénario. Parce qu'avoir un bon scénar, bon, c'est faisable. Ça reste compliqué, mais c'est faisable. Mais avoir un bon scénar qui est fluide à lire et à suivre, là, c'est déjà moins facile. Et sur d'autres supports comme la BD ou le comics, je trouve que souvent il y a de très bons scénarios, mais alors qu'est-ce que c'est lourd à la lecture. Franchement, une bande dessinée de 42 pages, ou non c'est 49, je sais plus, 52, enfin bref, une bande dessinée format pagination classique, alors c'est peut-être un truc de génération, hein, mais malgré le fait que j'aime bien, je trouve ça très long à lire, tu vois. J'ai quasiment l'impression que je mets autant de temps à lire une BD qu'un manga, ouais. Alors que le manga c'est quadruple de pages. Et ouais, c'est le scénario, et peut-être que quand j'arrive à faire le tour que j'ai l'impression de faire le tour d'un genre ou autre, j'ai cette curiosité d'aller voir ailleurs, tu vois, sans arrêter. Là où je pense que beaucoup ont arrêté parce que, bah, comme on se cantonnait beaucoup au shonen ou autre, une fois que t'en avais lu plein, ouais. T'avais plus trop envie de lire d'autres choses, et bah, tu découvres une nouvelle passion, t'arrêtes de lire du manga et tout. Pour avoir continué à lire du manga toutes ces années, si t'es curieux, tu feras jamais le tour. Voilà. Tu vas lire plein de shonen d'aventure, après t'en auras marre, tu vas passer au truc de romance, puis après t'en auras marre, tu vas passer à la SF, t'en auras marre, la fantasy, t'en auras marre, tu reviendras au shonen, etc. Il y aura toujours des trucs, mais c'est pareil pour les fans de BD, c'est pareil pour les fans de comics, de musique, tu vois, le rock, je trouve que globalement, les fans de rock comme moi, on a l'impression que le genre a du mal à se renouveler, ce qui est pas ultra faux. Mais Dieu merci, Polyphia existe, quoi. Tu vois, et il y a des groupes comme ça, alors on en pense ce qu'on veut de Polyphia, hein, je précise, mais c'est frais, tu vois. Alors, je vais quand même... T'es pas le premier qui en parle, moi c'est pas... Enfin, je pense pas que je te dis, c'est pas ma cam, mais j'en sais rien, je connais même pas, je connais que de nom. Tu m'enverras un lien pour que je puisse écouter ça, parce que je suis curieux. Ouais, bah c'est ils appellent ça comment, du néo-métal, ou un truc un peu... C'est pas vraiment du métal, parce qu'en fait ils ont beaucoup d'influences diverses, et des morceaux qui font très métal, et des morceaux qui font un peu plus hispanique, enfin ça dépend de ce qu'ils font, mais en tout cas à la guitare et avec la maîtrise des instruments, je pense qu'à l'heure actuelle on fait pas mieux. Ok, bah j'ai écouté ça, parce que pour moi le néo-métal c'est Deftones, c'est Korn, c'est tous ces trucs là. Ouais, bah non, c'est pas pareil, il y a pas de stream.
Ah ouais. Il y a très peu de chants, c'est un groupe qui est quasiment exclusivement instrumental. Ah, ça mais sympa. tu comprendras en écoutant pourquoi il n'y a pas de chant. Voilà, D'accord. mais voilà, c'est pour l'idée. Bah, le manga, c'est pareil. Une fois que tu penses avoir fait le tour d'un truc, quand tu commences à creuser, etc., tu te rendras compte que y a un auteur qui est totalement en dehors des sentiers battus, et à vice versa, à force d'être en dehors des sentiers battus, t'as envie de retrouver un truc de l'époque. Et moi, j'ai cité l'excellent Kaiju 8, Ouais. qui, je pense, parlera beaucoup plus à des gens qui ont connu les Dragon Ball, les Saint Seiya et tout, qu'à des gens qui commencent le manga récemment. Parce que ça rappelle les trucs, hein. Ça m'a fait marrer, moi. Ça rappelle ces trucs trucs-là, quoi. Au 8, mais ça m'a fait rire. J'ai été étonnamment surpris, parce que d'habitude, c'est vrai que les très grosses prods comme ça, c'est pas trop mon délire. On me les a prêtés, je me suis dit, allez. Et moi, j'en ai bouffé 4-5 d'un coup, quoi. J'étais agréablement surpris, ouais. C'est fun, il y a de la baston, c'est rythmé, j'ai trouvé ça vraiment très très cool, ouais. Bah voilà, c'est exactement ça, tu vois. Et pourtant, t'as lu plein de shonen et t'aurais peut-être eu l'impression que ça aurait été un truc classique, voilà, en plus. Et en fait, je sais pas, il y a une petite vibe. C'est ça. Fin 90, un truc qu'il y avait qu'à l'époque où ils poussaient vraiment, c'est ça, les boutons à fond et en mode, allez, on va faire un mec complètement pété qui détruit 45 immeubles en un claquement de doigts. C'est ça. Et voilà, je trouve ça rigolo. Bon, question bonus pour terminer. Suite à ta vidéo avec Sego, vous avez échangé vous avez fait un colis swap, non, je sais pas comment on dit. Si, c'est oui, ça. Une fois lui demander à elle, c'est elle qui savait. Et tu l'as lu le hentai alors ou pas? Grosse mais chaleur. il est juste derrière. Là. Alors verdict. Verdict, je te montrerai des images en off. Il est. Je me suis renseigné après parce que je me suis dit mais c'est quand même un peu trash. Ouais. Et en fait, il s'avère que c'est l'un des plus trash de la collection. D'accord. Okay, mais quand je dis trash, c'est toute la bienséance qu'on peut avoir n'existe plus. C'est-à-dire qu'on va parler de viol, mais de viol de manière un peu énervée, quoi, de séquestration, d'insertion d'objets divers et multiples dans divers orifices de la femme. Le tout il est illustré, mais alors c'est un cours de SVT, il y a des planches. J'étais en mode, mais en fait, tu fais pause, tu t'es en SVT, tu peux dire, ok, là, il y a. Alors, regardez les enfants. Ça, non, mais c'est. Et franchement, ça avait rien d'excitant. C'est bizarre à dire, mais pour un truc qui est censé être excitant, je suis arrivé à la fin, j'avais plus une impression un peu gênante d'avoir lu un truc très trash. Alors, à la fin, il y a des petites histoires courtes qui, elles, étaient beaucoup plus soft, et que là, par contre, c'était un peu plus excitant et un peu plus. J'ai trouvé ça mieux en fait. D'accord. Parce que c'était pas trash, déjà c'était consentant. Ouais, ça fait toute la différence. Voilà. Malgré tout, elles sont adultes, donc au moins il y a ce point-là qui est pas gênant, quoi. C'est-à-dire qu'ils auraient pu mettre des lycéennes ou je sais pas trop quoi, mais c'est pas le cas, elles sont toutes adultes. Et ouais, c'est ça, à la fin, elles sont consentantes et ça passe un peu mieux et il y a un peu plus de respect mutuel, on va dire. D'accord. Mais sinon, le bouquin en lui-même, c'est un bout de viande, la meuf. Hein. Voilà. D'accord. Je pense qu'il vaut mieux se renseigner plutôt vers des mangas érotiques si on veut lire ce genre de choses. Ouais, plutôt. Je pense à Blue de Naoki Yamamoto, dont j'avais parlé, qui est plus dans l'érotisme, qui tend vers le hentai, mais il y a déjà cette notion de consentement, d'expérience sexuelle, de plein de trucs. Et il y a quand même un fond. Là, il n'y a pas de fond, quoi. C'est le mec séquestre la meuf, il la viole pendant une semaine, il invite ses potes. Il fait tout ce qu'il peut avec la nana et à la fin il va en zonzon. Alors, bon, je vous spoil la fin, mais vu le peu de scénario qu'il y a, il va en zonzon et elle à la fin elle est devenue accro au cul, du coup elle fait ça à d'autres mecs. Voilà, c'est. Alors que. Bon, je pense pas que ça se passe comme ça dans la réalité, j'espère pas en tout cas. Ouais, tu m'étonnes. Et ouais, donc je pense pas le garder. C'était un cadeau, mais bon, voilà, je pense pas le relire et un peu mitigé. Donc expérience trash alors. Expérience trash, mais trash du mauvais côté. D'accord. Voilà. Okay. Peut-être à réessayer avec un truc plus soft, hein, un truc plus slice of life où il y a un peu moins de scènes de sexe. Là pour le coup il y a quasiment aucune page sans scène de sexe. Ouais, c'est 200 pages où c'est que ça, quoi. D'accord. Et peut-être essayer avec un truc un peu plus d'histoire ou je sais pas. J'en sais rien, mais ouais, non, très trash, c'est trop.
Non, Ok. pas possible. Voilà, c'est comme ça. Bon, bah du coup, on arrive à la fin. Je vais te laisser le mot de la fin, comme on dit. Si y a un truc dont t'aimerais parler, quelque chose ou quoi que ce soit, c'est pour toi. Eh ben, laissez des étoiles sur Vox Fabula. Merci. Non, sinon, c'est bien de parler enfin de Dragon Ball, quoi. C'est une œuvre qui aura marqué plein de gens. Et on est plus tant que ça à en parler maintenant, vu que c'est tellement ancré dans la culture qu'on a du mal à remettre des mots dessus. Puis on a vite l'impression Et, d'avoir fait le tour aussi, hein, c'est ça. Voilà, mais ça fait toujours plaisir d'en reparler, même si on a tous les mêmes moments, etc. Il faut continuer à transmettre, mais le principe de transmission, c'est un truc que tout le monde doit faire pour plein de choses, hein, pour la musique, le sport, ce que tu veux, mais voilà, je pense que c'est vraiment ça qui est au cœur de Dragon Ball, et c'est une valeur qu'il faut qu'on garde, nous, notre génération, qui est, j'ai l'impression, de disparaître avec les générations à venir. Ce côté individualiste là qui est beaucoup mis en avant maintenant. Donc nous, faut qu'on garde ce truc de transmission, de partage, et Dragon Ball est très bien pour nous rappeler ce genre de valeurs. Voilà. Un beau mot de la fin. Ouais, franchement, émouvant et tout. Non, franchement. Ouais, c'est ça. Toi, tu mettras les violons derrière. Je trouvais ça très très cool. Et ben écoute, merci. Je vais rappeler les différents supports. Donc il y a Le Monde de Tada, parce que dans mon podcast précédent, je parlais de ta chaîne, je savais plus si c'était Les Mondes de Tada ou Le Monde de Tada. Donc en l'occurrence, c'est pas Le grave. Monde. Voilà. Tapez Monde de Dada, hein, je suis référencé. Voilà, donc ça c'est sur YouTube. Concernant De Case en Case, t'es disponible sur toutes les plateformes de streaming. Oui. Voilà. Et tu fais aussi partie du collectif du collectif de podcasteurs d'histoire à bulles et d'imaginaire. Ouais, C'est pas beau, ça c'est plus c'est un regroupement de où tu étais avant. Enfin, où t'es encore, hein, typiquement, c'est pas parce que tu es dans le chat que tu l'es plus, mais voilà, c'est un regroupement où on est plusieurs producteurs de podcasts sur différents types d'art, et puis on est sur Discord, on a un serveur, et on discute tous ensemble avec vous. Voilà. Il y a pas mal de recommandations diverses et variées, et Voilà. c'est cool. Beaucoup de bienveillance aussi. C'est ça, c'est cool. Quant à nous, merci déjà à toutes et à tous d'avoir suivi ce podcast. Donc n'oubliez pas de partager, de commenter, liker, comme d'hab, hein, c'est très important ça pour soutenir le travail. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. C'était Ethno, et on se retrouve à bientôt. Merci encore Loïc. De rien, merci à bientôt. tous. Ciao. Ciao.